Bonjour Guillaume. Bonjour Maxime. Et bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Ibou. On essaye de refaire ce format de vidéo, d'abord parce qu'il nous a plu et parce qu'il vous a plu également, d'après ce qu'on a vu. Voilà, il nous plaît aussi parce que c'est le format vidéo le plus instantané qu'on puisse avoir chez Ibou. On filme aujourd'hui mercredi et on vous sort la vidéo aujourd'hui mercredi. Donc c'est vraiment intéressant pour nous et c'est d'autant plus intéressant que nous faisons un live demain avec Guillaume Rouvier et Marie de Rem pour nos abonnés. On va répondre à toutes leurs questions macroéconomiques mais surtout microéconomiques. On vous en parlera à la fin de cette vidéo. Mais aujourd'hui, on est avec Guillaume Rouvier parce qu'il s'est passé plusieurs choses ces derniers jours concernant la guerre en Ukraine notamment. Il s'est passé principalement deux choses ces derniers jours, Guillaume, qui sont vraiment importantes. D'abord, le sommet à Versailles avec les pays européens qui sont les représentants européens qui sont retrouvés donc à Versailles, et également la réunion et la déclaration de Christine Lagarde, présidente de la BCE, concernant quelques changements. Que doit-on retenir de tout ça? D'abord le sommet européen, qu'est-ce qu'on doit en retenir? Oui, alors donc deux sommets. Sommet européen, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour défendre notre liberté, et la BCE, qu'est-ce qu'on va faire pour défendre notre monnaie, hein, c'est vraiment les deux axes. Alors le sommet européen, je pense qu'il faut retenir trois choses. La première, il faut la déclaration, toujours intéressant. La déclaration, elle dit il y a deux agresseurs, deux pays coupables, qui sont la Russie et la Biélorussie. En conséquence, on va aider l'Ukraine, et on va aider l'Ukraine à la fois sur le plan politique, matériel et financier. Et puis on va ouvrir les portes de l'Europe aux réfugiés ukrainiens. Tous les pays vont accueillir des réfugiés ukrainiens. Et on va faire une pression politique sur la Russie et la Biélorussie. Voilà. Malheureusement, pour ce qui est de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, il y a un processus normal, on ne va pas faire un processus accéléré, surtout avec la guerre, etc. L'Europe n'a pas envie d'accueillir un pays en guerre. Elle veut que les choses se fassent, voilà, que ce soit, qu'il n'y ait pas de contrainte dans l'adhésion, que ce soit un processus d'adhésion dans la liberté de l'Europe et, voilà, et de l'Ukraine. Donc il n'y aura pas de processus accéléré. Voilà, je crois que c'est surtout ça qu'il faut retenir dans la déclaration. Et puis il y a eu un deuxième point qui est important, c'est ce qui a été fait sur l'énergie. Il y a eu l'embargo américain, enfin anglo-saxon, sur les hydrocarbures russes. Et on se demandait ce que ferait l'Europe. La BCE était le Conseil, la Commission européenne était assez favorable à une réduction assez rapide en 8 mois d'une partie des importations de gaz. Bon, finalement, ce qui a été décidé, c'est on demande à la Commission de bâtir deux plans. Un plan numéro 1 pour réduire l'impact ou le prix des hydrocarbures en Europe. Un plan numéro 2 pour que l'Europe soit indépendante des hydrocarbures russes à horizon 2027, c'est-à-dire qu'elle n'en importe plus. Décision en fait très importante. 5 ans, ça paraît long, 2022-2027, 5 ans. En fait, il faut voir que le gaz, c'est du long terme. Hein. Si on regarde les contrats d'Engie avec Gazprom, c'est 2030. Hein. Pourquoi c'est long terme? Parce que les infrastructures gazières, que ce soit les pipelines, ou quand il s'agit, les gazoducs, pas les pipelines, les gazoducs, ou quand il s'agit de GNL, gaz naturel liquéfié, il faut des usines de liquéfaction, il faut des méthaniers, il faut pouvoir les stocker dans les ports, tout ça c'est des investissements lourds. Et donc dire à horizon 2027, on n'aura plus d'importation du tout d'hydrocarbures russes, c'est vraiment une décision qui en fait est assez rapide. Faire tout ça en 5 ans, ça va être un vrai challenge. Voilà. Et justement, est-ce que ce challenge, il va avoir des répercussions sur les marchés financiers d'après toi? Oui, parce que c'est un peu notre conviction chez Ibou, ce qui fonde notre manière de travailler, c'est qu'au-delà de la volatilité court terme, qui n'a pas nécessairement une causalité, en revanche, ce qui guide les marchés, c'est ce que disait Friedman, ça nous paraît très juste, il dit ça pour l'économie, mais c'est très vrai pour les marchés, ce sont les anticipations long terme. Hein.
Le marché, sa ligne de force, c'est le long terme. Donc le marché, il va intégrer à long terme qu'en 2027, l'Europe sera indépendante des hydrocarbures russes. Donc ça veut dire que l'Europe aura fait des investissements à la fois pour accueillir d'autres sources de gaz, mais également pour beaucoup développer les énergies alternatives, éoliennes, solaires, l'hydrogène, etc. Voilà, des investissements très importants. Il va être intégré qu'à court terme, on ne va pas se passer du pétrole et du gaz russe, donc il n'y aura pas une réduction de l'offre. Donc ça veut dire qu'à court terme, ça va plutôt faire baisser les prix du pétrole et du gaz, puisqu'il n'y aura pas de réduction de l'offre. À moyen terme, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup d'investissements en Europe, vraiment beaucoup d'investissements pour réaliser cette transition, et que donc ça va porter la croissance. Et à long terme, ça veut dire que l'Europe aura atteint en 2027 une indépendance vis-à-vis d'une importante source de pétrole et de gaz, et ce sera beaucoup déployé les énergies renouvelables et le GNL, et donc ça veut dire qu'elle sera beaucoup plus indépendante, elle aura beaucoup moins d'argent qui partira à l'extérieur pour payer ses hydrocarbures, donc elle aura une balance commerciale encore plus excédentaire que ce qu'elle n'est, et elle aura acquis une indépendance stratégique et énergétique. Donc c'est extrêmement favorable pour le long terme. Donc à la fois à court, moyen et long terme, c'est favorable. Voilà. Donc je pense que ça aura un impact sur les marchés financiers qui vont progressivement intégrer ça. Donc si on récapitule, le sommet européen, c'est la liberté, après l'énergie, et enfin il y a un troisième pan qui a été débattu durant le sommet européen, qui est la défense. C'est un peu le point noir, si on peut dire, de ce sommet européen, parce que ça ne s'est peut-être pas passé comme prévu pour certains pays. Oui, alors oui et non. Si tu veux, en fait, ils n'ont pas eu le temps de tout décider. Ils ont fait décider cette déclaration et ce volet énergétique, en disant d'ailleurs que l'agenda serait précisé d'ici la fin du mois. Et ils ont dit pour la défense, l'Europe de la défense, on va avoir une conférence en juin, sur laquelle on va décider la stratégie de défense européenne. Parce que beaucoup de pays ont été très impactés par l'invasion de l'Ukraine. L'Ukraine est limitrophe de 5 pays européens. Bon, toute l'Europe de l'Est a vécu l'occupation russe, au XXe siècle, mais également au XIXe pour certains pays. Donc voilà, tout ça, c'est à vif. Hein. Donc il y a une demande, il va peut-être se passer quelque chose. Mais ce qu'on a vu, si tu veux, c'est dans les derniers mois, on avait vu que la Pologne avait commandé des avions américains et pas des Rafales. On voit bien que l'Allemagne s'oriente vers une commande massive d'avions américains, même s'il y aura un peu d'Eurofighter, mais il n'y aura pas de Rafale. Donc on voit bien que ces deux pays, pour ce qui est de leur sécurité, ils s'en remettent à l'OTAN, c'est-à-dire aux États-Unis. C'est peu probable qu'ils s'en remettent à l'Europe, c'est-à-dire à la France. Voilà. C'est compréhensible. Les États-Unis, c'est vraiment de très 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 loin la grande puissance mondiale. Les budgets militaires américains sont très supérieurs à tous les autres budgets, et depuis longtemps, donc à la fois sur le plan quantitatif mais qualitatif, technologique, il y a une avancée américaine. Aucun pays ne peut lui résister aujourd'hui. Donc se mettre à l'abri des États-Unis, c'est un réflexe assez normal. Mais ça veut dire que probablement sur le plan de la défense, ça va être compliqué d'aboutir. Et dans tout ce qu'on vient de dire, toi, ton avis, à la fois, bien sûr, forcément, qui est lié au marché financier, est-ce que tu penses que donc, dans le moyen terme, là, dans les 5-10 ans à venir, on va avoir une Europe forte, ou au contraire une Europe un petit peu volatile, qui ne sait pas trop où se mettre, où se placer par rapport à certaines choses? T'en penses quoi, toi? C'est quoi ton avis? C'est compliqué de dire aujourd'hui. Ce qu'on remarque, si tu veux, on avait été très frappé chez Ibou, mais je pense chez beaucoup de gens qui observent un petit peu la scène européenne, du fait que l'Allemagne avait eu un jeu un peu autonome. On avait bien vu, elle avait entrepris des relations fortes avec la Russie. Faut voir que l'Allemagne est devenue une puissance mondiale, quoi. Elle a quasiment autant d'intérêt en Asie qu'en Europe. Vraiment, elle s'est énormément mondialisée au cours de la dernière décennie. Donc, elle ne veut pas dire qu'elle va quitter l'Europe. L'Europe, c'est son arrière-cour. Mais c'est peut-être plus son tout. Hein. Elle résonne comme une puissance mondialisée. Donc, c'est pas sûr qu'elle s'engage dans un
processus européen de grande avancée européenne. Il faut dire que les pays du Club Med, c'est comme ça qu'ils appellent l'Europe du Nord, enfin, les pays dépensiers de l'Europe du Sud, et particulièrement l'Italie et la France, vraiment ont pavé le chemin d'une Europe d'ornière, hein, parce que, voilà, encore l'Italie a un excédent primaire budgétaire, c'est-à-dire avoir un remboursement de la dette, mais la France même pas. Donc la France n'a pas fait les réformes, notamment au cours du dernier quinquennat, qui auraient pu rassurer l'Europe du Nord. D'ailleurs, peut-être que, voyons que l'Allemagne n'irait pas tellement loin dans une avancée européenne à l'occasion de la crise ukrainienne, peut-être que c'est pour ça que Macron a avancé sa retraite en disant, voilà, la réforme de la retraite en France, ce sera 65 ans, et pas 64 avec une retraite à points, voilà, quelque chose d'un peu plus radical, parce qu'effectivement, c'est le vrai équilibre budgétaire, il passe par une réforme des retraites et avec un âge de départ à 65 ans. Donc ça, tout le monde le sait. Et donc, c'est sûr que cette annonce, elle est peut-être liée à la campagne électorale, mais elle est peut-être aussi un gage donné à l'Allemagne en disant, voilà, on va être sérieux, vous pouvez avancer dans le cadre européen. Peut-être qu'il faut aussi rassurer les pays frugaux, quoi. Voilà. Et donc là, on vient de parler globalement de ce qui s'est passé durant ce sommet européen, des conséquences de ce sommet européen sur les années à venir. Qu'en est-il de la BCE? Christine Lagarde aussi a pris la parole. Que doit-on retenir de ces annonces? Alors, sur le sommet européen, on a été un petit peu déçus, quoique ce n'est pas encore terminé, un petit peu déçus. Sur la BCE, on a été surpris. En tout cas chez Hibou, c'est-à-dire ça a été plus loin, plus vite que ce qu'on pensait. Parce que la BCE, elle a dit concrètement qu'elle allait arrêter plus rapidement que prévu sa politique non orthodoxe de quantitative easing, c'est-à-dire d'achat d'obligations. Ça veut dire, c'est une manière de dire, on va libérer les taux longs qui donc vont pouvoir monter. Voilà. Pour les taux courts, pour l'instant, ils ne font rien. Ils restent avec des taux courts à zéro. Mais voilà, c'est tout de même un changement en réalité majeur. C'est un premier pas vers une normalisation de la politique monétaire. Voilà. Et un premier pas plus rapide et plus important que prévu. Même s'il n'est pas complètement définitif. Hein. Enfin, la porte est ouverte à ça. Alors, il y a plusieurs lectures de ça. La première, qui est la lecture de base, qui est peut-être la seule qu'il fait y avoir, c'est de dire, bon, bah, il y a 5,3% d'inflation en Europe, 3% si on retire les hydrocarbures et tout ce qui est agricole, etc. Et ce sera peut-être 5,3 sera peut-être plus demain, mais 3% déjà en inflation cœur, on est au-dessus des objectifs de la Banque Centrale Européenne, objectifs européens, et donc il fallait resserrer. Et donc le premier moyen de resserrer, c'est de laisser les taux longs monter. C'est une décision lourde parce qu'en même temps, on voit bien que l'Europe s'engage dans un programme d'investissement assez important. Alors on peut dire oui, mais il y a tous les investissements du plan d'investissement Covid qui sont assurés par la mutualisation de la dette européenne. Peut-être que le plan énergétique sera assuré par la mutualisation de la dette européenne. Et donc c'est bien normal de laisser à ce moment-là les taux longs monter. C'est peut-être aussi, c'est une lecture qu'on peut avoir, un gage donné aux États frugaux, en leur disant, bon voilà, pendant la crise, on a aidé tout le monde, en particulier les États dépensiers. Maintenant, la crise Covid est derrière nous. Voilà, on revient dans les rangs sur le plan de la politique monétaire. Donc, bien dire aux pays frugaux, voilà, c'était une exception. La norme, c'est une politique assez rigoureuse. Peut-être pas Bundesbank, mais assez rigoureuse de la politique monétaire en Europe. Voilà, en tous les cas, c'est peut-être un signal qui est aussi donné à l'Allemagne, parallèlement au signal qu'a donné Macron avec la retraite à 65 ans, pour essayer de les rassurer et leur dire, vous pouvez avancer dans un processus européen, on va être rigoureux. Voilà. On revient dans un processus rigoureux. Le manque de rigueur, c'était vraiment à cause de la crise. Voilà. On peut lire ça comme ça. Il y a une autre lecture qu'on peut faire. Il faut bien voir que l'euro est un peu faible. En ce moment, on est à 1,10 en parité euro-dollar. Et que forcément, si on ajoute un euro faible à des prix qui ont monté en dollars pour les matières premières importées, ça fait une inflation importée qui est plus importante. Donc il peut aussi y avoir la volonté de la BCE de renforcer l'euro
Si l'euro est à 1,25, 15% plus haut, ça veut dire que ça baisse de 15% l'ensemble des coûts importés à un moment où c'est assez important. Donc il peut y avoir aussi cette stratégie et donc de faire changer toujours ces anticipations long terme du marché en disant voilà, on revient dans une politique normative à long terme importante, vous pouvez réinvestir en euros. Voilà, ça peut être une autre lecture. Et dans tout ça, quelles sont les conséquences sur les marchés financiers, justement, d'après toi? Alors, si l'euro redevient plus fort, ça a des conséquences pour toutes les multinationales européennes et toutes les sociétés exportatrices. Forcément. Parce que la plupart des sociétés sont mondialisées aujourd'hui, les sociétés de qualité. Quand on est mondialisé, on fait 50 à 70% de ses ventes hors euro. Et comme le monde est dollarisé, ça a des conséquences sur le bénéfice. Pour les industries exportatrices, bien sûr. Et puis le volet hausse des taux, si on arrête d'acheter des obligations d'État, elles vont monter. Et donc, est-ce qu'on va aller à 2, 3%, peut-être 4% aux États-Unis, mais 2-3% en Europe, c'est assez probable. Donc ça veut dire que la valorisation des marchés devrait baisser, parce que la valorisation des marchés, c'est le prix d'une obligation à 10 ans, une obligation sans risque d'État, et puis plus une prime de risque. Donc si le prix des obligations monte, normalement les valorisations, l'actualisation des bénéfices futurs, donc la valorisation des marchés baisse. Et puis ça veut dire que si on va à 3% par exemple sur les obligations gouvernementales européennes, ça veut dire que les fonds de pension, les investisseurs, ils ont une alternative aux actions. Ils peuvent se dire, en ce moment les actions ont beaucoup monté, je mets un peu d'argent en obligations. C'est pas comme quand on est à 0 ou moins 0,5%, ça ne coûte plus de l'argent. Donc ça veut dire que là aussi c'est un élément qui milite pour une valorisation plus faible des marchés. Et puis les marchés peuvent se dire, la Banque centrale ne sera pas forcément toujours là pour rattraper dès que les marchés baissent avec des politiques monétaires expansives. Donc il peut y avoir moins de parachutes. Et s'il y a moins de parachutes, les gens peuvent être plus prudents. Donc voilà, ça fait 3 niveaux qui militent en faveur d'une valorisation plus basse des marchés. Donc c'est plutôt baissier, pas baissier brutalement, comme un avion qui va atterrir, une longue pente baissière sur les marchés au niveau des valorisations. Parallèlement à ça, il y a eu beaucoup de croissance externe sur les marchés, c'est-à-dire beaucoup d'entreprises croissent en achetant d'autres entreprises. Le coût des emprunts va augmenter. Donc toutes les entreprises endettées, toutes les entreprises qui font la croissance externe, ça va leur coûter plus cher. Donc ça veut dire qu'il y aura moins de bénéfices. Voilà, ça aussi c'est un élément de valorisation plus basse. Le seul secteur qui devra en profiter au bout de la route, c'est le secteur financier, bancaire, parce que comme la Banque centrale européenne ne va pas monter les taux courts, mais laisser les taux longs monter, ça veut dire qu'il va y avoir une pontification plus importante des taux. Il y aura une plus grande différence de rémunération entre un emprunt à 10 ans, un emprunt à 5 ans et l'emprunt à court terme. Et comme le rôle des banques, c'est la transformation monétaire, transformer les dépôts bancaires en emprunts à moyen long terme, transformer les emprunts auprès de la Banque centrale européenne à court terme, quasiment au jour le jour, en emprunts à long terme, ça veut dire qu'il va y avoir plus de ressources pour les banques. Voilà. Un paysage bancaire, les banques elles ont subi tout l'accroissement de la réglementation bancaire pendant 10 ans, plus la baisse des taux, plus ces politiques extraordinaires, plus il a fallu payer sur l'argent déposé à la Banque centrale européenne. Voilà, tout ça a été extrêmement lourd. Elles se sont adaptées à ça. Maintenant, si ça se renverse, forcément, c'est un paysage favorable pour les banques européennes. Merci Guillaume. Et voilà, vous l'aurez compris, on fait des lives macro, on fait des vidéos macro sur YouTube et on fait des lives micro avec les analyses forcément hibou pour nos abonnés. On en fait un demain à 17h. N'hésitez pas à vous abonner pour en profiter, ce sera vraiment passionnant. On va justement parler du secteur bancaire, quelles banques sur lesquelles ce serait vraiment intéressant d'investir, pourquoi pas notamment d'ailleurs, oui. et plein d'autres sujets. Guillaume, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça? Oui, tous les titres dans le live, ce qu'on va regarder, c'est tous les titres qu'on peut acheter en ce moment, si on peut en acheter, ceux qu'il faut conserver, ceux qu'il faut vendre, et puis essayer de vous aider dans la gestion de vos portefeuilles, dans ce moment un peu charnière de crise,
Et puis bien voir si, dans le cadre de la crise actuelle, s'il y a des sorties possibles, s'il faut commencer à mettre un peu d'argent dans les marchés ou pas. Voilà, on va regarder tout ça de très près et j'espère que ça vous sera utile. Voilà, donc demain, jeudi 17 mars à 17 h, on fait un live donc pour nos abonnés où on parlera de tout ça. D'ici là, sinon, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner sur notre chaîne YouTube. On va en refaire sûrement des vidéos de ce genre et plein d'autres encore. Et à très bientôt. Merci Guillaume. À bientôt. Au revoir. Au revoir.